Après 20 ans dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social CES a finalement été examiné par les parlementaires et adopté à la majorité des députés présents et représentés à la plénière du vendredi 21 juin dernier. Avant l'adoption, la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme a présenté ses rapports dans lesquels ont été mis en exergue les raisons qui motivent l'examen de ce projet de loi introduit au Parlement depuis 2004. Mais le gouvernement qui a déposé ce projet, Monsieur le Président, a fini depuis 20 ans. Plusieurs gouvernements sont passés. Est-ce que l'exposé des motifs tel que présenté, est-ce que ça demeure valable? Il va sans dire que contrairement aux allégations distillées au sein de l'opinion, le gouvernement en place n'est pas l'initiateur de ce projet de loi, mais plutôt celui du feu général Mathieu Kérékou. De ce constat, il s'infère qu'il y a plus de 2 décennies est apparue la nécessité de revoir les textes régissant le Conseil économique et social afin de rendre l'institution plus dynamique et plus efficace. Les propositions de loi qui parviennent à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, lorsque pendant 2 sessions ordinaires, la proposition n'est pas étudiée, on la retourne à son envoyeur, à son initiateur. Mais il n'en est pas de même pour les projets. C'est pourquoi parfois, à l'occasion de l'ouverture de nos sessions ordinaires ici, quand votre porte-parole donne le listing des projets inscrits à l'ordre du jour, parfois il y a un tollé dans l'opinion. Quand moi je suis venu au Parlement ici, on annonçait les projets inscrits à l'ordre du jour et on a annoncé un projet de révision constitutionnelle déjà déposé par le président Yahi Boni. Jusqu'à aujourd'hui, ce projet-là est ici. Parce qu'on n'a pas un mécanisme de retour à l'envoyeur. Nous sommes en train de parler du Conseil économique et social. Et nous savons que les premiers partenaires sociaux, c'est les travailleurs et leurs syndicats. Et le texte qu'on nous propose exclut ces partenaires sociaux dont on parle à tous les niveaux de structuration du Conseil économique et social. C'est ce qu'on nous a demandé, ça. Et il faut comprendre quel est le sens du Conseil économique et social. C'est un conseil qui intervient, qui réfléchit sur les questions de développement socio-économique. Donc, dire que ce conseil va regrouper des gens dont le secteur d'activité est de créer l'emploi, est de créer la richesse, est de créer la valeur ajoutée. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas plébisciter ce genre de réforme. Le Conseil économique et social, tel que je le vois, est l'assemblée des forces vives, les forces de production. Ce n'est pas seulement ce qu'on pense. Quand on dit social, ce n'est pas seulement, ça ne se réduit pas à nos amis syndicalistes. Je suis d'accord que les syndicalistes sont des partenaires sociaux qui jouent un rôle important dans l'arsenal social de notre pays. Mais c'est à nous de savoir que nous devons tenir compte d'eux dans la désignation. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 21 juin 2024 la loi 2024-26 portant loi organique sur le Conseil économique et social par la majorité absolue de 80 voix pour, 28 contre et 0 abstention. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin organise chaque année plusieurs de ces événements de promotion. Et chaque fois, des pays partenaires sont choisis et mis en lumière, surtout en termes d'opportunités accessibles pour nos opérateurs économiques.
Ces opportunités s'organisent, ces événements, afin de présenter davantage les opportunités d'affaires qui existent dans ces pays-là. Et aujourd'hui, c'est organisé justement pour que nous puissions saisir ensemble et vous informer des opportunités d'affaires au Canada et également des opportunités d'affaires au Bénin pour les Canadiens. Du reste, des récents succès et nombreux dossiers commerciaux dans le secteur de la formation technique et professionnelle, l'intelligence artificielle, les services professionnels, le traitement des eaux usées nous donnent à espérer les lendemains meilleurs. D'où l'importance de cette journée qui permettra de fournir une information de qualité aux exportateurs béninois sur les opportunités de marché pour leurs produits d'exportation du Bénin au Canada. Elle permettra également aux entreprises canadiennes de mettre en exergue leur savoir-faire et s'informer sur les possibilités de marché au Bénin dans les domaines d'enseignement technique, la formation professionnelle et les énergies. Durant les présentations qui suivront, des outils de financement et de facilitation des affaires vous seront présentés. J'espère que vous saurez les exploiter pour développer des partenariats d'affaires mutuellement bénéfiques. Au niveau du premier arrondissement, l'investissement phare, je dis bien phare parce qu'il y en a d'autres, c'est la création d'un marché de petits ruminants à Woro Tokoro. C'est ce qu'il faut retenir de façon générale. Sinon, dans les autres quartiers, il y a eu des choses qui ont été réalisées. Mais au niveau du premier arrondissement aujourd'hui, on peut s'estimer heureux d'avoir eu cette idée de créer un marché pour le petit ruminant afin d'éviter que dans chaque coin de rue, dans chaque quartier, qu'on ait des gens qui vendent ces bêtes-là. On est à la création. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau donné. Ce n'est pas encore terminé parce que même pour cet exercice 2024, nous avons encore prévu investir dans ce marché-là pour en faire un marché moderne et modèle pour les autres communes de notre département. C'est vraiment capital l'accompagnement des élus locaux parce que ce sont ces élus-là qui sont directement en contact avec les populations. Ce sont eux qui sont dans les quartiers et ce sont eux qui vont booster la mobilisation des ressources propres surtout. Et qui parle d'investissement, parle de mobilisation de ressources. Tant que nous n'avons pas de ressources, il nous sera difficile de faire des réalisations. Et les populations nous attendent sur les réalisations et non les stratégies que nous avons mises en place. Non, on veut voir les réalisations. Et pour que ces réalisations ne soient effectives, il faudrait quand même de l'argent. Et l'argent ne peut venir que par le paiement des taxes, le paiement des impôts et tout ce que nous savons en matière de mobilisation de ressources. C'est avec un grand plaisir que nous avons noté des efforts qui ont été faits, et dont essentiellement la construction d'un marché communal des petits ruminants. Le marché des petits ruminants de Parakou se trouve aujourd'hui à Woro Tokoro. Des hangars ont été construits, des hangars pour les transformateurs déjà même de la viande. Également, il faudrait noter l'amélioration de l'abattoir du marché dépôt, l'amélioration des hangars dans une partie du marché dépôt, la construction des infrastructures qui pourraient permettre aux populations vraiment de mieux se ravitailler par rapport à leurs besoins carnés. Et le maire a été très clair, la délégation, tous ceux qui pouvaient intervenir ont été très clairs, mais les populations ont été davantage claires parce qu'elles savent très bien qu'il fallait qu'on leur rende compte. Nous avons beaucoup apprécié ce que le maire a dit, sa reddition de comptes. Et je crois que, comme nous n'avons pas un budget à la base, nous autres, la reddition de comptes que nous avons fait, c'est de transmettre le message, de passer le message qu'a dit le maire dans nos différentes localités. Et je crois que nous sommes aguerris à le faire. Donc merci beaucoup. Nous avons apprécié monsieur le maire. Et il a été plus que simple et il a agencé tout ce qu'il faut pour quand même
fait comprendre sa reddition de comptes. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ces jeunes Congolais qui se disent résistants patriotes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les Wazalendo. Aux côtés de l'armée congolaise, ils affirment avoir repoussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, loin de la cité de Sake. Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec le gouvernement et nous, les Wazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir que les M23 n'arriveront jamais ici. Nous faisons tout pour protéger Sake. Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les Wazalendo et la rébellion du M23 se sont intensifiés dans le Nord Kivu. Plusieurs jeunes Congolais ont décidé de prendre les armes pour défendre leur patrie. Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays, honorer le drapeau national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité. Des organisations de défense des droits de l'homme dans le pays reconnaissent l'esprit patriotique qui anime ces jeunes, tout en dénonçant des violations des droits humains orchestrées par certains combattants aux côtés de l'armée congolaise. Des jeunes qui sont engagés à défendre leur terre face aussi à une menace d'agression étrangère comme ce qui prévaut aujourd'hui, ils sont donc justifiés de le faire. Mais faudrait-il ici déplorer le fait que certains d'entre eux sont en train de commettre des actes qui sont aussi contraires à la loi, ou la nécessité pour le gouvernement congolais d'encadrer et de faire en sorte que ces jeunes soient surveillés. La cité de Sake s'est vidée de ses habitants depuis quelques mois, désormais comparée à une cité fantôme. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, Sake est considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les résistants Wazalendo patrouillent chaque jour pour éviter toute infiltration. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans les termes les plus fermes la récente série d'attaques perpétrées par les rebelles du M23 qui ont fait des victimes civiles et blessé un casque bleu de la MONUSCO. Le président Vladimir Poutine reçoit en Russie le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso pour une visite d'État de quelques jours. Les deux dirigeants auront des entretiens en lien avec la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République du Congo et la Fédération de Russie. Cette rencontre intervient après la récente visite les 3 et 4 juin du ministre russe des Affaires étrangères à Oyo, village natal du président congolais, situé au nord de Brazzaville. La dernière rencontre officielle entre Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine remonte au mois de juillet dernier lors du sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg. Le chef de l'État congolais espère tirer profit de cette visite de 2 jours pour signer des contrats commerciaux. Sa représentante spéciale Françoise Joly mène des discussions à ce sujet. Le Rwanda a marqué le week-end dernier le début officiel des élections présidentielles. Différents candidats ont réussi à organiser des rassemblements de campagne dans diverses régions du pays. Cette période de campagne est prévue pour durer 3 semaines jusqu'au 15 juillet, jour où se tiendront les élections générales. 3 candidats s'affrontent, Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda et le chef du parti politique FPR depuis 1998. Il y a aussi Franck Habineza, chef du Parti démocratique vert, qui a participé aux dernières élections présidentielles de 2017, où il n'a obtenu que 2% des voix. Et enfin, Philippe Mpayimana, qui se présente en tant que candidat indépendant. Ces élections ont suscité quelques controverses en raison de la forte affluence des Rwandais au rassemblement de campagne du FPR, le parti au pouvoir.
Cependant, il est indéniable que les 3 candidats participent activement à leur propre rassemblement et les Rwandais ont la liberté de choisir et de voter pour le président qu'ils jugent le plus apte à diriger leur pays. Des centaines de policiers kényans sont partis lundi pour Haïti, où ils dirigeront une force multinationale contre les puissants gangs qui sévissent dans le pays. En prenant cette décision, le gouvernement du président kényan William Ruto défie un premier décret d'un tribunal qui a qualifié ce déploiement controversé d'inconstitutionnel, citant l'absence d'accord réciproque entre le Kenya et Haïti. Vous entreprenez une mission vitale qui transcende les frontières et les cultures. Votre présence en Haïti apportera espoir et secours aux communautés déchirées par la violence et ravagées par le désordre. Le président William Ruto s'est adressé aux troupes ce lundi lors d'une cérémonie de départ. Les 400 policiers sont les premiers des 1000 que le Kenya prévoit d'envoyer pour la force des Nations Unies en Haïti. Une action en justice visant à bloquer le déploiement est en cours. Votre performance dans cette mission doit être une déclaration ferme de la capacité et de la contribution du Kenya à la paix et à la sécurité mondiale, et une réponse claire aux sceptiques et aux récalcitrants quant à votre compétence, votre intégrité et votre professionnalisme, ainsi qu'aux références de notre nation. Plus de 2500 personnes ont été tuées ou blessées au cours des 3 premiers mois de l'année en Haïti. La flambée de violence a commencé fin février et a entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes. Les gangs contrôlent désormais au moins 80% de la capitale Port-au-Prince et des routes principales. Chaque matin de la semaine, Jaurès Ledou, 26 ans, se rend au bord du fleuve Bangui pour chercher son pain quotidien. Cet ex-milicien a porté les armes et combattu pendant 4 ans durant les années de crise en République centrafricaine à Bangui. Aujourd'hui, il s'est reconverti en ramasseur de sable pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses 6 enfants. À travers Kwatimbutu, nous avons aidé pays le nombre de 6. So mi duni na itamla bombina dana wali so mi peni à travers Mbutu so mi pena ikota mingi quand même ni la aidé mingangu. Bombi una mingi na mena match mi so ma quartier di sa gamela tikiri kiranye so ala zai so kwa la gai ba meni bre kwa gi isara agamena kwa la parce que gi kwa sara ba so kwa kama aidé mingi pays da bi waranginja da mingi te pays ikota mingi mina yan. Une reconversion qui n'étonne pas Jeannette Kotisila, propriétaire d'une carrière, lui qui encadre plus de 150 ex-combattants dans ce lieu au quotidien. Le pays manquant cruellement d'industrie, le travail du sable est donc devenu le point de réinsertion pour plusieurs jeunes désœuvrés qui ont déposé les armes et à la quête d'une rémunération journalière. Avec ce travail, il y avait beaucoup de gens qui étaient au quartier, qui faisaient rien, et après avoir commencé à faire ce travail, et ils vivent bien, ils ont abandonné certaines choses qu'ils ont l'habitude, ils étaient auparavant. Il y en a qui étaient des ministres, et après avoir trouvé ce travail, ils ont abandonné et ils sont là maintenant, eux, ils vivent mieux. Selon cet enseignant, bien que le nombre d'actifs dans ce métier ne soit pas répertorié, cette activité occupe une partie non négligeable de l'économie du pays, mais reste les impacts négatifs sur la santé, le revenu et la sécurité de ces jeunes, tant la profession n'est pas encadrée. En termes d'avantages, c'est déjà quelque chose de bien quand on laisse les armes pour repartir exercer une activité. L'inconvénient, c'est que ces gens ne sont pas organisés et ce qui fait que le gain n'est pas assez suffisant. Bien qu'ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent ne sera pas assez suffisant pour les soigner quand ils vont tomber malades. Alors que la ville de Bangui, en pleine expansion, connaît un développement fulgurant, ces jeunes ramasseurs de sable sont des moteurs essentiels de ces avancées. Pour les experts, il faudrait revoir et améliorer les modèles de fonctionnement des carrières de sable, voire les moderniser, afin que les jeunes puissent bénéficier d'un revenu décent. Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont accueilli le roi Abdallah II de Jordanie et la reine Rania sur le perron de l'Élysée lundi à Paris. Les deux dirigeants discuteront du conflit en cours à Gaza et des moyens de parvenir à la paix dans cette région du Moyen-Orient.
Le roi Abdallah s'était déjà rendu à Paris en février dernier dans le cadre d'une tournée internationale visant à recueillir des soutiens en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Un autre plan de cessez-le-feu proposé par les Américains et approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU en début du mois de juin peine encore à se concrétiser, Israël et le Hamas se rejetant la faute. Cette rencontre se tient alors que se joue sur place à Gaza une crise humanitaire sans précédent. Depuis le 7 octobre, l'OMS a recensé 480 attaques contre les services de soins. Le bilan s'alourdit en Arabie Saoudite. Selon les autorités, cette année, plus de 1300 personnes ont perdu la vie lors du pèlerinage du Hajj. Les fidèles ont dû affronter des températures extrêmes dans les sites sacrés islamiques. Le ministre saoudien de la Santé a annoncé que 83% des victimes étaient des pèlerins non autorisés. Ces derniers ont parcouru de longues distances sous la chaleur accablante de ce royaume désertique pour accomplir les rituels sacrés. La plupart des victimes n'avaient pas de documents d'identification. Ils ont donc été enterrés à la Mecque. On compte plus de 660 Égyptiens parmi les victimes, principalement des pèlerins non autorisés. En réponse, le Caire a révoqué les licences de 16 agences de voyage ayant aidé ces pèlerins à se rendre en Arabie Saoudite. Quelques mois après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, un tout nouveau type de tourisme a vu le jour en Israël. Des touristes affluent vers le sud du pays dévasté par l'assaut, près de la frontière avec Gaza, pour une visite en hommage aux victimes. Les atrocités qui se sont produites, il faut les voir pour comprendre pourquoi nous nous battons et ce qui s'est passé ici. Mais d'un autre côté, nous ne voulons pas porter atteinte à la vie privée des habitants, qui voient leur maison transformée en centre touristique ou en musée sans leur demander leur avis. Elon Musk, Michael Douglas ou encore Nikki Haley sont quelques-unes des célébrités qui se sont rendues sur place, posant parfois pour des photos devant les maisons en ruine. Les touristes que vous voyez ici viennent dans un esprit de pèlerinage. Je ne pense pas qu'ils viennent pour une autre raison. Je pense que beaucoup essayent de trouver des excuses et des raisons pour expliquer pourquoi tant d'innocents ont été tués de manière injuste. Vous le voyez de vos propres yeux, ce sont juste des personnes qui se sont rassemblées avec amour sur de la musique qui ont été tuées inutilement par les mains de terroristes. Les visites des kibbutzim et des villes frontalières sinistrées sont le dernier moyen de renforcer le soutien et la solidarité avec les alliés d'Israël.